Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Imperial Settlers Empire du Nord, un jeu de Ignacy Trzewiczek et Joanna Kijanka, illustré par Roman Kucharski, édité par Yellow pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes environ. Alors dans ce nouveau segment à la loupe, eh bien on va essayer de rentrer dans le cœur du jeu. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi ce jeu car j'aimerais vous parler des différences et des nouveautés par rapport tout simplement à son prédécesseur que voilà. C'est-à-dire que la série Imperial Settlers existait déjà, elle avait été renommée à l'époque Settlers Naissance d'un Empire, et la nouvelle mouture d'Imperial Settlers Empire du Nord est arrivée par la suite. Eh bien, j'aimerais dans un premier temps vous parler des différences entre ces deux jeux, pour vous faire un peu mieux découvrir le jeu, puis vous parler des clans qui sont contenus dans la boîte de Empire du Nord, et enfin vous donner mon avis sur le jeu. Allez, suivez-moi, on rentre dans le cœur de Imperial Settlers Empire du Nord. La première nouveauté, eh bien, ça concerne le thermoformage, qui est vraiment une petite merveille, qui est en plastique dur, et qui permet de sortir et de ranger le jeu en un rien de temps. Là, par exemple, j'ai l'intégralité des ressources, je les pose à côté, et je suis quasiment prêt à jouer. Et vous le voyez, voilà, tout est vraiment bien rangé à sa place, tous les clans, tout le matériel, tout ce qu'il faut. Ça s'intègre complètement ici, et là, ça se remet. Et donc vraiment, ça c'est super agréable, parce qu'à la différence du premier Imperial Settlers, eh bien, vous avez déjà, grosso modo, l'organizer inclus dans la boîte de base. Moi, à l'époque, je vous montre un petit peu ça, j'avais été obligé de complètement acheter un organizer pour que ça puisse rentrer dans la boîte de manière claire et que ce soit pas juste désordonné comme ça à l'intérieur. Donc c'est vraiment sympa et une super nouveauté déjà pour commencer. Ça me permet de vous présenter plus en avant les ressources. Alors les ressources, on va retrouver pas mal de choses qu'il y avait à l'origine, c'est-à-dire pierre, bois et pommes. On va retrouver aussi les fameuses pièces. On va retrouver les ouvriers. Les nouveautés, ce sont ces deux ressources-là, c'est-à-dire les poissons et les moutons. Et l'autre nouveauté, ce sont ces haches qui sont des jetons de raid. Car en réalité, à l'époque, il y avait des jetons de razzia, qui étaient des épées, qui ont grosso modo été remplacés par les jetons de raid, et il y avait également des boucliers comme cela, qui n'existent plus dans cette version. Dans la première mouture d'Imperial Settlers, il y avait 4 empires, qui étaient les Japonais, les Romains, les Égyptiens et les barbares, et là, vous avez 3 empires, entre guillemets, seulement, car chaque empire est constitué en réalité de 2 clans différents, parfaitement jouables et indépendants. Vous pouvez les jouer en même temps, il n'y a aucun souci. Donc du coup, vous avez que 3 empires, mais vous avez finalement 6 decks au lieu de 4 par rapport au départ. Vous avez les Vikings qui représentent ces 2 decks-là, qui sont les Ulaf et les Aidel. Vous avez les Inuits, là au milieu, et qui sont les Panouks, et les Nanurjuk, celui-là est un peu dur à dire, et vous avez les Écossais qui sont là, avec les clans Glen et McKinnon, si je ne dis pas de bêtises. Donc les decks sont prêts à jouer, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais modifiés par des rajouts, donc il n'y aura pas de construction de decks dans Empire du Nord. Dans l'ancienne version, on avait ce plateau de score qui servait aussi de compte-tours, et on jouait 5 tours dans la partie, quoi qu'il arrive. Eh bien, dans la nouvelle version, c'est relativement différent. Vous voyez ici, le 25 est fortement marqué là au milieu de ma piste de score. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au lieu de jouer 5 tours, ça va être le premier joueur à atteindre 25 points qui va déclencher la fin de la partie. Donc, tout simplement, si le joueur atteint 25 points dans le tour, à la fin du tour, la partie s'arrête, et vous verrez que s'il atteint 25 points dans la phase après la phase d'action que je vous présenterai après, à ce moment-là on rejoue un tour complet. Mais dans tous les cas, ça va être une course au point, c'est un nouveau système par rapport à l'ancien Imperial Settlers, et donc ça donne une dynamique différente pour la partie.
Autre chose, il n'y aura plus de cartes communes, hein, ces fameuses cartes communes dont il y avait un paquet pour l'ensemble des joueurs et que l'ensemble des joueurs allaient pouvoir jouer dans leur empire. Ça, c'est terminé. Et à mon sens, ce qui a quelque peu remplacé finalement les cartes communes dans le jeu, eh bien, c'est le plateau que vous voyez ici. Donc il s'agit du plateau expédition. Sur le plateau expédition, il va y avoir un certain nombre d'îles proches et lointaines que vous allez pouvoir soit piller, soit conquérir, ce qui va du coup vous donner des ressources. Hein. Si vous faites des pillages, vous allez gagner ces ressources-là. Si vous arrivez à conquérir les îles, eh bien vous allez avoir des bonus de placement, et puis vous allez avoir ensuite une carte action qui sera en permanence dans votre empire, qui sera donc rajoutée à votre empire. Et pour faire cela, pour pouvoir aller faire ces expéditions-là, eh bien chaque clan va avoir des navires à sa disposition, et il va pouvoir, avec ces navires, essayer d'aller piller ou conquérir ces fameuses îles. Et donc ça va rajouter, après la phase d'action, eh bien une phase d'expédition pour aller résoudre les effets sur ce plateau expédition. Voilà, il manquait quelque part, si on enlevait les communes, bah, peut-être que ça faisait plus assez de cartes ou plus assez de ressources dans le jeu, et donc l'équilibre a été trouvé avec ce plateau d'expédition et ce système-là. Il ne va pas non plus avoir de plateau de faction comme on avait à l'époque, et qui permettait d'organiser son empire avec les communes de ce côté, les cartes de faction de l'autre, qui vous disaient ce que vous aviez déjà en première production, ce que vous pouviez conserver, et une action spéciale que vous pouviez faire. Ça, c'est terminé. Alors, ça a été remplacé par quoi? Eh bien, tout simplement, au début de la partie, chaque faction va avoir des cartes avec un dos un petit peu différent, hein, comme vous pouvez le voir, le même dessin, mais plus clair, qui vont lui indiquer les cartes de base avec lesquelles il va commencer la partie. Donc ce sont généralement des champs, ces cartes de base, et des champs, c'est l'équivalent des anciennes cartes de production en réalité. Et donc automatiquement, eh bien, si j'ai ces champs-là, je vais démarrer avec 2 bois, une pomme et un poisson. Tous les joueurs vont également démarrer avec 5 ouvriers de manière automatique, en plus de ce qu'il y a dans leur champ. Et ils vont également pouvoir piocher un certain nombre de cartes. À l'époque, on prenait, je crois, 2 cartes de faction et 2 cartes communes. Là, on va piocher 5 cartes de clan. On va en choisir 3. Alors là, je les avais pas mélangées, hein, très clairement. Donc on va en choisir 3 à garder et 2 à défausser face visible. Et on va donc démarrer la partie avec les ressources qui sont là et les cartes qu'on a en main. Donc ça va être vraiment différent. Et j'en profite puisqu'on voit les cartes pour vous dire qu'il n'y a plus non plus de couleurs sur les cartes. C'est-à-dire qu'avant, quand on regardait les cartes, on avait comme ça ce système de couleurs en bas à gauche des cartes. Là, ça n'existe plus et c'est remplacé tout simplement par ce type de choses-là. Vous voyez, que vous voyez là, et on en a déjà 3 différents là devant. Et donc, les couleurs ont été remplacées par des types de cartes, on va dire. Et ça permettra d'avoir des effets qui se rapportent à ces types de cartes, et d'avoir des types de cartes éventuellement complètement différents d'un clan à l'autre, ce qui n'est pas gênant, puisque forcément les decks sont construits en fonction, et de faire des grosses variabilités au niveau de ce que peut faire chaque clan. En phase d'observation, il n'y aura plus de draft de cartes, hein, puisque le draft de cartes à l'époque concernait les cartes communes. En phase d'observation, vous allez piocher 4 cartes, on va faire comme ça, vous allez piocher 4 cartes dans votre paquet, vous allez les regarder, et vous allez pouvoir en conserver autant que vous voulez. Malheureusement, ce n'est pas totalement gratuit, puisqu'il vous faudra payer un ouvrier par carte que vous voulez conserver, et défausser les cartes que vous ne souhaitez pas conserver. Donc ça va remplacer le draft, et en parlant de défausse, eh bien, sachez que vous allez régulièrement donc défausser des cartes comme ça, face visible, contrairement à l'ancienne version, et donc si à un moment vous n'avez plus de cartes dans votre pioche clan, eh bien vous allez remélanger votre défausse pour faire une nouvelle pioche. Et ça, c'était pas le cas avant. Une fois qu'une pioche de faction à l'époque était épuisée, elle l'était de manière définitive. Alors comme vous avez pu le voir, du fait qu'il n'y ait plus de plateau de faction, l'organisation de votre empire est libre, même si on vous conseille quand même de laisser les champs de base, la pioche et la défausse à côté, et de construire en dessous le reste de votre empire comme bon il vous semblera. Vous pouvez réorganiser à tout moment l'emplacement de vos cartes pour le faire mieux correspondre à ce dont vous avez besoin. Et
venons-en aux ressources dépensées, puisque je vous ai dit par exemple que pour garder des cartes en phase d'observation au début du tour, il fallait payer un ouvrier par carte que vous vouliez conserver. Alors, à l'époque, quand on activait quelque chose, par exemple la action, payer une hache, etc., à l'époque, on mettait la hache dessus, et puis on faisait son activation. Là, ce n'est plus le cas. Contrairement à l'ancienne version, eh bien, les ressources dépensées retournent dans la réserve générale, donc si je dois dépenser cette hache, hop, je la retourne dans la réserve générale. Si je devais dépenser un bois, il retournerait ici dans la réserve générale, et ainsi de suite. Donc ça c'est important, et c'est pareil pour tout, sauf pour les ouvriers. Alors les ouvriers, c'est un petit peu spécial. Si je dois dépenser un ouvrier, par exemple parce que j'ai choisi de garder une carte au début du tour, eh bien je vais le mettre ici dans ouvriers dépensés. Et tous les ouvriers que je vais dépenser dans le tour, au lieu de retourner dans la réserve, vont venir là sur ouvriers dépensés. Donc ça s'appelle donc la tuile de clan pour les ouvriers dépensés. Hein. Et ces ouvriers, ils sont récupérés à la fin du tour. Donc tout à la fin du tour, quand on a tout terminé, dans la phase de nettoyage, entre autres, on va récupérer les ouvriers qui sont dessus, nos ouvriers dépensés. Sauf si on a une carte quelconque qui nous permet de le récupérer en dehors de la dernière phase du tour, bien évidemment. Et du coup, les cartes d'action, eh bien, vous l'avez compris, puisqu'on ne va plus mettre la ressource sur la carte d'action qu'on utilise, eh bien, la manière de se souvenir qu'on aura utilisé une carte d'action, eh bien, ça va être de l'incliner comme ça à 90 degrés. Ça voudra dire la carte d'action a déjà été utilisée, elle ne peut plus être utilisée ce tour, et elle se redressera, pareil, en phase de fin, pour devenir utilisable de nouveau au tour d'après. Voilà donc encore une grosse différence entre les deux versions du jeu. Ça m'amène à une autre différence de taille, eh bien c'est qu'il n'y a pas de phase de production dans Empire du Nord. Donc ça veut dire que quand je recommence un tour, mes champs qui sont là, qui sont l'équivalent des cartes production, puisqu'il n'y a plus de cartes production, hein, il y a toujours des cartes action, des cartes spéciales, il n'y a plus de cartes production, ce sont des champs, eh bien mes champs ne vont pas produire au début de mon tour. Donc ça c'est une grosse différence, mais l'autre grosse différence, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de perte de ressources en fin de tour. Les ouvriers et toutes les ressources que vous aviez sont conservées. Ceux qui étaient là, je vous l'ai déjà dit, reviennent disponibles. Donc, vous allez garder l'intégralité de vos ressources d'un tour sur l'autre. La chose qui ne change pas, c'est que si vous avez un champ de ce type dans la main et que vous le posez, vous allez gagner immédiatement là où les ressources qui sont dessus. Et après, un peu plus tard, je vous expliquerai la différence, comment on fait pour faire de nouveau reproduire un champ qui a déjà été posé, parce que bien évidemment quand même ça reste possible. Autre chose, c'est qu'il n'est plus non plus possible d'utiliser deux ouvriers comme on le faisait à l'époque pour obtenir une ressource justement ou pour piocher une carte. Dans cette action là n'existe plus dans Empire du Nord, donc n'ayez pas ce mauvais réflexe de vouloir faire ce type d'action si vous jouiez beaucoup à l'ancienne version. Pour en revenir à ces jetons de raid, ces grosses haches que vous voyez là, eh bien, sachez qu'elles n'ont pas tout à fait la même utilité que les épées dans l'ancienne version. En effet, il n'y a plus de destruction possible. Vous ne pouvez plus faire de razzia sur une carte que vous auriez en main ou sur une carte qu'un adversaire aurait posée devant lui. Ça, c'est terminé. Ce que vous pouvez faire avec un jeton hache, par contre, eh bien, c'est de choisir une carte action chez un adversaire et pour un jeton hache de l'incliner comme ça, ce qui va empêcher votre adversaire de l'utiliser pendant ce tour et donc de bénéficier de ses effets. Et l'autre chose que vous allez pouvoir faire avec le jeton H, eh bien ça se jouera sur ce fameux plateau d'expédition, parce qu'en réalité, quand vous allez placer comme ça un bateau sur le plateau d'expédition, eh bien vous pourrez y adjoindre une hache et même un poisson, et en fait vous verrez, si je récupère dans la boîte les cartes qui correspondent, les voilà, et bien que pour les différentes îles, et bien si vous voulez piller une île, il vous faudra ici pour les îles proches juste un bateau, pour les îles lointaines il vous faudra un poisson pour pouvoir avoir de la nourriture et aller jusque là-bas, et si vous voulez conquérir une île, et bien si c'est une île proche il vous faudra
Donc une hache, un jeton raid, et si c'est une île lointaine, il faudra toujours du poisson pour l'atteindre, et une hache pour faire la guerre et la conquérir. Donc il y aura deux versions des choses. Avec les haches, vous allez empêcher vos adversaires de réaliser certaines actions qui pourraient potentiellement déclencher des combos intéressants, et donc les rapprocher des 25 points de victoire, puisque là c'est une course au point de victoire, donc on va faire très attention à cela, ou bien entendu aller conquérir des îles proches ou lointaines. Et il n'y a du coup plus non plus le système des fondations, hein, donc les cartes communes que vous utilisiez de ce côté ou de ce côté si elles avaient subi une razzia ou si vous les aviez posées plus tard en tant que fondation, ça n'existe plus. Tout simplement, il va y avoir deux nouveaux types de cartes par contre qui vont se poser de manière un petit peu différente que de juste en payer le coup en haut à gauche. Eh bien ce sont les cartes boost qui vont avoir comme ça en haut à gauche du rouge, ou souvent les cartes champ qui vont être inscrites comme ça, avec quelque chose pour placer, et là quelque chose pour jouer au niveau des cartes boost. Et donc vous allez voir, je vais vous expliquer, ça nécessite des actions spécifiques, et ça va m'amener à vous parler de l'autre grosse nouveauté du jeu, qui sont les tuiles d'action. Vous allez donc avoir 5 tuiles d'action que voilà, et qui en fait ne sont pas liées les unes aux autres, et qui donc vont être placées de manière aléatoire au début de chaque partie, hein, ce qui va assurer du renouvellement, et vous verrez un petit peu pourquoi. Et vous avez 2 pions action par personne, qui vont vous servir à vous poser sur une des différentes actions pour la réaliser, hein, tout simplement. Donc en fait, ça m'amène à vous expliquer un petit peu ce que je vous ai déjà montré. Par exemple, sur le raid éclair, il y a marqué naviguer pour jouer, et bien ça veut dire que si je me pose sur l'action naviguer, je vais tout d'abord pouvoir jouer mon raid éclair, et comme c'est une carte boost, eh bien elle a un effet immédiat, je vais donc réaliser l'effet immédiat, et puis après je vais défausser la carte une fois que l'effet sera fait, et je pourrai enfin réaliser ce qu'il y a inscrit sur l'action de navigation. Ensuite, il va y avoir la deuxième chose, c'est-à-dire les champs, généralement, construire pour placer, par exemple pour celui-là, et bien si je me place sur construire, de la même manière, je vais pouvoir poser mon champ. Automatiquement, quand je pose un champ, je récupère les ressources qui sont dessus, puis je vais pouvoir réaliser l'action construire qui est là. Voilà déjà comment ça va fonctionner au niveau de ces actions, et ça va me permettre un petit peu de vous les présenter. Vous avez une action récolter qui est là, et qui va vous permettre de choisir un de vos champs, donc là un de mes 4 champs, et dans récolter ce qu'il y a dessus. Donc il n'y a plus de phase de production, je vous l'avais dit, donc ce sera la manière de faire. Vous avez l'action peuplée qui va vous permettre de récupérer un ouvrier supplémentaire, ce qui est intéressant, puisqu'après, rappelez-vous, les ouvriers d'un tour sur l'autre, vous les gardez, ils vont dans les ouvriers dépensés, mais ils reviennent après, donc un ouvrier supplémentaire, ça c'est toujours intéressant. Vous avez donc, comme je vous l'avais expliqué, il n'y a plus la possibilité de dépenser eh bien, 2 ouvriers pour piocher une carte, ça ce n'est plus possible, mais avec l'action explorer ici, eh bien, vous allez pouvoir piocher une carte en dehors de la phase de début de tour, hein, pendant votre tour, donc ça c'est bien aussi. Vous avez ici, pour construire, eh bien, vous allez pouvoir construire un bâtiment sans en payer son coût, hein. Par exemple, si je veux construire le prêtre de Thor, je n'ai pas 2 pierres, eh bien, je me mets sur construire, et je peux poser le prêtre de Thor. Et enfin, vous avez l'action naviguer, qui va vous permettre d'envoyer les fameux bateaux sur ce plateau ici d'exploration, et au fur et à mesure, les joueurs vont se placer comme ça, et on va résoudre les bateaux du premier qui s'est posé jusqu'au dernier, sachant que les îles qui sont posées là ne sont pas remplacées, et que dès que quelqu'un la pille ou l'a conquis, eh bien, l'île s'en va de manière définitive, mais vous pouvez toujours aller piocher la première de la carte pour la piller ou la conquérir, mais vous n'aurez pas le choix à ce moment-là. Voilà donc pour l'ensemble des actions qui sont présentes ici. Et du coup, j'aimerais vous parler des pommes maintenant, car dans la première version, elles permettaient de faire affaire, si vous vous souvenez bien. Donc dans la première version, vous aviez votre plateau de faction, vous aviez vos cartes de faction, et pour une pomme, vous pouviez la retourner et la mettre comme ça là-haut pour faire affaire, et ça vous permettait, en phase de production, d'avoir cette production en supplément. Ça, c'était le grand intérêt des pommes pour l'ancienne version. Pour la nouvelle version, les pommes sont toujours très intéressantes, mais elles vont jouer avec les tuiles d'action et vos pions d'action en réalité. Je vais par exemple faire une action récolter, et bien pour aller récolter, pourquoi pas, 2 grosses haches,
Et à ce moment-là, ce que je peux faire avec une pomme, eh bien, c'est payer une pomme directement dans la réserve pour déplacer le pion que j'ai déjà posé sur une action adjacente. Donc là, dans ce cas de figure, ça serait naviguer ou peupler. Et quand je le fais, je retourne mon pion côté épuisé, côté croix. Et là, par exemple, je fais une action peuplée, je récupère un nouveau ouvrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pion côté croix, lui, ne pourra plus être retourné. Je peux maintenant, pourquoi pas, avec le deuxième pion, faire une action construire. Et si j'avais encore une pomme à dépenser, eh bien, je la dépense et je pourrais faire une action naviguer ou une action explorer en retournant encore mon pion. Et là, explorer, je pioche une carte. Donc, tout simplement, eh bien, avec des pommes, ça va vous permettre de passer de deux actions avec vos pions d'action jusqu'à 4 actions, donc de doubler vos actions. Donc, c'est quand même pas négligeable non plus. Voilà la nouvelle grosse utilité des pommes dans le jeu Empire du Nord. Vous allez aussi pouvoir constater un changement concernant les cartes qui permettent du stockage. Donc avant, le stockage permettait surtout de garder des ressources en fin de tour, puisqu'on n'avait pas le droit de stocker tout ce qu'on voulait comme là. Donc de stocker des ressources en fin de tour sur son plateau, après ça revenait, ou de conserver des ressources sur une carte pour du scoring de fin de partie. Bon, il était également possible de stocker autant de marchandises que désiré, généralement en une seule action sur une carte, pour un effet à chaque phase de production, mais il n'y a plus de phase de production, je vous le rappelle. Donc c'est cette manière de stocker qui a été retenue en fait. Et donc tout simplement, eh bien, je vais vous montrer un petit peu des cartes. Donc par exemple pour ce peuple-là, dans sa carte de base, il a une carte avec marqué stockage 2. Et en fait, vous avez en dessous une action qui vous permet d'assigner une ressource à la carte. Donc il faut savoir que là, vous ne pourrez plus stocker de manière no limite en un seul coup. Vous serez obligé donc de tourner votre carte pour réaliser l'action, et donc pour stocker la ressource dessus. Ça sera fait, à la fin du tour, la carte reviendra comme ça, et à la fin du tour, on regardera ce que vous avez en stockage. Si vous avez 2 pièces, eh bien vous gagnerez soit l'un, soit l'autre, et puis après c'est des multiples, si vous avez 4 pièces, vous gagnerez plus, et ainsi de suite. Par contre, les ressources qui sont dessus restent de manière indéfinie. Et donc, dans ce jeu, vous avez, en plus de l'action assignée, qui vous permet de mettre sur une carte, en l'occurrence là sur elle-même, eh bien vous aurez des actions libérées comme ça, payer un meeple pour libérer 2 marchandises d'un bâtiment de ce type-là. Donc je vous avais dit que les types de bâtiments étaient importants pour gagner un et redresser le bâtiment. Donc vous allez pouvoir comme ça, par exemple, dans ce cas de figure, eh bien comboter entre la Banque Royale et l'accord commercial pour mettre des choses dessus et puis gagner des points en libérant et en remettant les choses dessus. Ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, maintenant c'est assigner et libérer pour avoir du stockage. Et tant qu'on ne libère pas, le stockage est permanent. Les ressources restent indéfiniment sur la carte. La fin de partie connaît aussi quelques changements, donc vous l'avez compris, déjà maintenant ça devient une course premier arrivé en 25 points, et une fois que c'est fait et qu'on a fini le dernier tour de jeu, il y aura des points à compter pour la fin de partie. Donc à l'époque, eh bien, il y avait des points indiqués sur les cartes, vos cartes de faction avaient 2 points indiqués là, et les cartes communes en avaient 1. Donc c'était comme ça qu'on comptait les cartes. Là c'est plus tout à fait pareil, vous allez compter toutes vos cartes, elles valent toutes 1 point, incluant les cartes d'îles conquises, donc ça c'est ma défaut, et ça c'est mon jeu, donc ça va pas compter, mais là j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points déjà pour mes cartes. Vous comptez l'intégralité de vos cartes, et à l'époque c'est tout ce qu'il y avait à compter, mais là ce n'est plus le cas. La nouveauté c'est que vos ressources vont vous rapporter des points également, donc sur les 5 ressources qui existent dans le jeu, par paire de ressources, peu importe identiques ou différentes, ça va être 1 point, donc dans ce cas de figure j'aurai 2 points, malheureusement celui-là ne compterait pas. Les ouvriers ne comptent pas, l'or par contre vaut également 1 point à lui tout seul, donc là j'aurai un 3e point, et les jetons raid ne comptent pas non plus, donc je crois que j'avais 9, donc 10, 11 et 12 points à compter pour ma fin de partie, à rajouter au score que j'avais déjà sur le plateau de score. Donc voilà, ça aussi c'est une différence, il faut y penser, les ressources et l'or valent des points. Les cartes, on y était habitué, mais là, toutes les cartes sont sur un palier d'égalité, et surtout, les îles que vous avez conquises, eh bien, comptent également dans le décompte. J'en profite aussi pour vous parler du mode solo, parce que le mode solo a un petit peu évolué également, puisque là, concernant le mode solo, il n'y a plus de cartes spécifiques pour jouer le mode solo.
Si vous jouiez à l'époque au mode solo, eh bien vous aviez ce type de carte qui vous permettait de jouer solo. Ça, c'est terminé. Par contre, la nouveauté concernant le solo d'Empire du Nord, eh bien c'est l'arrivée de ce beau livret. Alors oui, ça vous explique les règles solo, mais les règles solo, c'est grosso modo ces 2 pages-là, c'est tout. Et après, derrière, eh bien, vous allez avoir différents scénarios. Hein. L'hiver vient, l'avant-poste, la crique des pirates, les invasions barbares, et de quoi noter vos scores. Eh bien ça, c'est super sympa. Donc c'est un mode solo qui est vraiment chouette, et qui est vraiment très bien pensé, qui est un ajout de taille pour le jeu Empire du Nord. Je vais maintenant vous faire découvrir l'ensemble des 6 clans qui composent le jeu, en vous expliquant un petit peu grossièrement leur fonctionnement et ce qu'ils apportent en fait dans le jeu. Donc bien, si vous voulez pas de spoiler, si vous voulez découvrir tout ça par vous-même quand vous jouerez, eh bien je vous invite à sauter à la section suivante où je vous donne mon analyse et mon avis sur le jeu. Et sinon, vous êtes les bienvenus et je vais vous montrer au fur et à mesure l'ensemble des 6 clans du jeu. Sachez que l'ensemble des clans a été classé par niveau, entre une difficulté entre 1 et 10, 1 étant le plus facile et 10 le plus difficile à maîtriser pour jouer. Et donc je vais vous les présenter exactement dans cet ordre-là, à savoir du clan a priori le plus facile à maîtriser jusqu'au plus difficile, d'après en tout cas les auteurs et la règle du jeu fournie dans Empire du Nord. Je vais tout d'abord vous parler du clan Glen. Le clan Glen qui a été noté 1 sur 10 en difficulté à maîtriser, et qui est un clan où tout le monde travaille en harmonie, tous ensemble, et où ce sont des spécialistes du coup de la copie de cartes. Donc voilà les 3 cartes de base du clan, et voilà un petit peu les cartes qui concernent la copie. Donc par exemple, l'exploration aérienne va vous permettre de redresser une copie en plus de piocher. La chevauchée monstrueuse, elle, vous permettra de copier un bâtiment de ce type, puisque on y revient sur les types de bâtiments. Donc là, vous allez pouvoir copier un peu tous les types que vous avez. La forteresse côtière, c'est ce type-là de copie. L'équipage émérite, c'est ce type-là de copie. Donc il y a forcément beaucoup de copies, et du coup, vous allez pouvoir forcément redresser aussi, là encore, payer pour redresser une copie, payer pour déplacer une copie. Donc il y a beaucoup de choses, copie de n'importe quelle carte de votre empire, copie d'une île conquise, donc même ça, vous pourrez le copier, et puis vous pourrez même aller chez vos adversaires pour récupérer des cartes, donc un peu finalement comme des copies. Il y aura un petit peu de défausse aussi dans le deck, donc payez, défaussez, faites ceci, défaussez, faites cela, et puis ça va nécessiter beaucoup d'ouvriers, donc il va falloir axer aussi là-dessus. Regardez bien, payez 2, payez 1 plus ça, payez 1, beaucoup d'ouvriers, payez 1 et ça, payez 2, voilà, donc énormément d'ouvriers, donc il faudra penser à avoir ce qu'il faut, et ça c'est les champs que vous aurez aussi dans votre deck, et un petit peu les autres cartes qui vont faire des points. Donc voilà, spécialiste de la copie, un peu de défausse de cartes, et beaucoup d'ouvriers nécessaires pour jouer le clan Glen. Le clan Ulaf, quant à lui, le clan Ulaf que voici, ce clan-là va être axé sur la navigation, le pillage, la conquête d'îles. Donc voilà les cartes de départ. Et donc en fait, il y aura beaucoup d'effets en dehors de la phase d'expédition qui pourront lui permettre d'arriver à ses fins en termes de pillage, de conquête. Donc vous voyez, vous pouvez immédiatement piller, conquérir. Là, automatiquement, ça vous donne de quoi faire au niveau des jetons, pour pouvoir arriver à vos fins aussi de ce côté-là. Payer des ressources pour gagner des ressources différentes, mais donc a priori, si vous allez beaucoup piller ou conquérir les îles, vous les aurez. Et donc du coup, vous avez de quoi naviguer en dehors du jeton de navigation. Et vous verrez que c'est important parce que vous aurez aussi de quoi avoir un 3e navire pour eux. Du poisson, forcément aussi pour aller sur les îles, c'est important. Là, vous avez encore de quoi gagner de la hache ou du poisson, si besoin. Là, vous allez pouvoir également, grâce à votre forte production de haches, elles seront utilisables pour la conquête ou à transformer, comme là pour les prêtres de Thor par exemple. Là, vous allez gagner des choses pour toutes vos îles conquises, donc ça reste dans le thème.
Là, vous allez pouvoir jouer encore sur vos bateaux qui sont en expédition, etc. Pour vos bateaux en expédition, encore une fois pour jouer là-dessus. À chaque fois que vous faites des conquêtes, là encore, vous allez pouvoir payer avec des haches pour avoir des choses. À chaque fois que vous activez des îles conquises, vous les activez 2 fois, vous pourrez redresser vos îles. À chaque fois que vous pillez. Et donc, vous avez évidemment l'atelier de Floki qui vous permet de récupérer votre 3e navire et donc de pouvoir jouer 3 fois par tour dans les îles, et à chaque fois que vous naviguez, voilà, une ressource. Donc voilà, le deck est axé là-dessus, hein, pillage, conquête, navigation, pour le clan Ulaf. Le clan Ulaf qui est d'un niveau 3 sur 10, hein, j'ai oublié de vous le dire, en termes de difficulté, tout comme le clan Panuk qui lui aussi est en 3 sur 10. Et donc le clan Panuk, le voilà. Voilà les cartes de départ du clan Panuk. Alors lui, il va jouer sur l'interaction entre tous les types de cartes. Voilà, là vous avez de quoi redresser la carte. Là, vous pouvez gagner des choses. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de types de cartes. Là, on a ces fameux Yeti, par exemple. Et bien là, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous utilisez un Yeti, avoir quelque chose. Là, vous allez pouvoir aller rechercher des cartes Igloo pour les prendre dans votre main. Et ça va être bien sympa parce que vous verrez que vous avez des choses pour les cartes Igloo. Et donc, vous avez des cartes qui, en bonus de placement, vous faire gagner des points pour chaque type de carte dans votre empire. Là, pour les Yeti. Là, pour les pots de bêtes. Là, pour les bateaux. Là, pour les igloos, donc ça c'est sympa. Là, quand vous jouez des boosts, eh bien vous gagnez des choses. Voilà. Là, vous pouvez à la place utiliser des pierres plutôt que du bois, et vous verrez que ça a une importance. À chaque fois que vous utilisez un bateau, vous allez pouvoir faire quelque chose aussi, donc ça c'est bien. À chaque fois que vous faites une conquête d'île, là vous avez forcément un certain nombre de boosts puisque vous avez des cartes qui jouent là-dessus. Et puis vous allez voir aussi que vous aurez une facilité à jouer beaucoup d'actions en dehors des tuiles d'action grâce aux pommes entre autres. Vous allez pouvoir naviguer également. Donc vous avez beaucoup de cartes qui vont permettre de jouer des actions en dehors des tuiles d'action, donc le navire de glace pour naviguer, l'escouade tactique pour explorer, les champs voisins pour récolter, la vision du futur vous permettra aussi de dépenser vos pommes d'une autre manière, et donc vous avez forcément des pommes qui vont être disponibles, qui vont vous permettre également soit de les dépenser, soit de jouer plus d'actions. Et en plus, à chaque fois que vous allez explorer, puisque c'est un clan qui va être amené à le faire peut-être pas mal, et bien vous allez gagner des pommes. Voilà, et vous allez pouvoir redresser des cartes de votre empire également. Donc vous l'avez compris, beaucoup d'interactions entre les types de cartes, beaucoup d'actions en dehors des tuiles d'action ou sur les tuiles d'action avec les pommes. Ça, c'est le clan Panuk. Le clan Idle, lui, eh bien, il est axé, je pense que ça se voit déjà, sur la fête et sur la beuverie, hein, grosso modo. C'est des vikings assez fêtards. Donc voilà ce que vous aurez au départ, et donc le seul clan, je crois, à produire du mouton qui vous servira pas mal. Alors vous allez beaucoup en fait assigner d'ouvriers sur vos cartes où ils resteront le temps de décuver, et il vous faudra donc tout faire pour les libérer afin de pouvoir les utiliser à nouveau. Et donc par exemple là, assigner et payer pour gagner ceci, assigner pour faire cela, fin de soirée, construction de taverne, à chaque fois que vous assignez, il se passe quelque chose. Là encore, assigner chez le brasseur, assigner carrément 2 là au Festival du Nord, là, ils y vont à plusieurs faire la fête. Voilà, assigner 1 pour faire ceci et cela. Donc beaucoup de choses comme cela. Vous aurez bien évidemment de quoi dépenser des ressources pour gagner et pour libérer, hein, ça c'est quand même bien parce que vous en aurez besoin. Là également vous allez pouvoir libérer, vous voyez, en payant du mouton, hein, ça se tient puisque vous en produisez. Voilà, là vous allez pouvoir naviguer et libérer également, et là avec le concours de boissons, là aussi vous allez pouvoir libérer du monde, donc forcément vous assignez beaucoup, vous libérez beaucoup, des pommes, un peu de hache, voilà, et vous allez également jouer donc beaucoup avec la nouvelle ressource que sont les moutons, et puis essayer de les récupérer au maximum. Là par exemple, gagner une ressource de 2 champs différents. Voilà, choisissez un bout de bateau, pillez, conquérez, donc hop, pour avoir de quoi faire. Et là, automatiquement, un peu plus de moutons.
Là, vous payez souvent du mouton, comme je vous l'ai dit. Là, vous payez du mouton, encore du mouton. Donc voilà, vous l'avez compris, vous assignez, vous libérez, vous essayez de bien transformer vos ressources, surtout vos moutons. Et voilà, c'est un clan assez fun à jouer. Et donc 5 sur 10 au niveau de la difficulté signalée dans le livret pour le clan Idle. On va passer au clan Nanurjuk. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne suis pas spécialiste en Inuit, mais en tout cas, voici ce clan qui, lui, est noté en 7 sur 10 en difficulté. Alors là, c'est un clan qui est en perpétuel mouvement, hein, des nomades qui ne se posent jamais, donc voilà leur carte de base. Et donc, il va y avoir beaucoup de cartes pour défausser, reprendre en main, remettre dans la pioche, voilà, reprenez en main, par exemple, ici, pour le nouvel avant-poste, défausser des champs de votre empire. Oui, ils s'attachent pas à leur terre ou à ce qu'ils ont, hein, ils bougent beaucoup. Défausser jusqu'à 3 cartes, payer puis mélanger une carte dans votre pioche, donc voilà, ça part un petit peu dans tous les sens de ce niveau-là. Ils auront automatiquement, en fait, pas mal de champs, hein, tout simplement, parce qu'ils seront amenés à être remplacés, et qu'ils auront aussi beaucoup de bonus de placement, voilà, ce type de bonus de placement, parce qu'ils seront forcément, du coup, si les cartes reviennent, vont dans la défausse, puis reviennent, ou reviennent dans la pioche, etc., que vous êtes amené à les reposer, et bien automatiquement, ils pourront être réactivés. Voilà, là, vous avez des bonus de placement, bonus de placement, bonus de placement, il y en a pas mal. Certaines n'ont même que ça, hein, comme celle-là, c'est juste un bonus de placement, vous la placez, après c'est fini. Donc si après vous la défaussez et qu'elle revient après avoir remélangé votre jeu, ce n'est que mieux. Voilà, là encore, vous pouvez payer pour résoudre des bonus de placement, donc ça va se jouer aussi beaucoup avec ça. Là, vous payez pour redresser des types de cartes qui vont vous permettre de refaire des actions. Là, vous avez encore de quoi faire des actions en plus de vos jetons. Et puis évidemment, vous avez forcément de quoi faire des points, parce qu'il en faut. Donc voilà, là, un petit peu plus complexe à jouer. Vous avez vu, ça va beaucoup brasser de la carte, défausser, reprendre, remettre dans la pioche, remélanger tout ça, activer, réactiver. Voilà pour le clan Nanurjuk. Il reste à vous présenter, eh bien, le clan MacKinnon. Le clan des Écossais, qui lui est noté 8 sur 10 en difficulté. Alors ce sont des Écossais qui sont près de leurs sous, hein. Ce sont des banquiers qui vont gérer l'argent et pour que ça leur rapporte un maximum. Alors il y a plusieurs choses dans leur carte de base, eux. D'abord, eh bien, vous le voyez, ce sont les seuls à produire de l'or, hein, avec leur mine d'or dans leur carte de base, et surtout leur troisième carte de base, qui est celle-ci, eh bien, n'est pas un champ. Voilà, c'est une carte de stockage et qui évidemment va jouer sur l'or. Et donc, dans le clan MacKinnon, vous allez beaucoup jouer sur le stockage, assigner et libérer. Tout peut se stocker pour rapporter le maximum possible. Et donc, le type de carte comme ça, avec des pièces d'or, c'est le cœur du jeu pour eux. Et vous allez voir que ils le font pas mal. Vous voyez, dividende assigné, voilà. Hop, guilde des investisseurs, payer pour assigner. Voilà. Accord commercial, payé pour libérer, forcément, parce que je vous l'ai dit que quand on assigne, ça reste dessus, donc vous pouvez libérer et puis redresser derrière, donc ça peut être pas mal. Libérer une marchandise, encore une fois. Payer pour gagner un par truc comme ça d'or, etc. Et donc ça va se jouer forcément les soldes là sur tout ce qui est l'or. Évidemment, l'or que vous allez pouvoir le réinvestir de différentes manières. Par exemple, avec les marchands ambulants, vous payez de l'or pour faire des ressources à la place. Là, le marchand d'armes, vous payez de l'or pour avoir des armes, c'est logique. Le chef, vous allez pouvoir aller chercher une carte de ce type, forcément. Là, vous allez gagner des choses pour les cartes de ce type. Là aussi, gagner de l'or avec le percepteur pour les cartes de ce type. Et vous avez donc beaucoup d'autres cartes, je vous l'ai dit, tout se stocke chez eux. Donc vous stockez des meeples en prison, du bois chez les bûcherons. Là, vous stockez encore de l'or en armurerie. Là, vous stockez des marchandises de votre choix sur la banque maritime, des pierres chez le maçon, des pommes dans la réserve et des moutons chez le berger. Voilà, donc il y a de quoi faire. Puis là, quelques cartes supplémentaires, voilà, pour réaliser quelques actions. Donc voilà pour le clan MacKinnon, 8 sur 10 en difficulté, d'après les règles de Imperial Settlers, Empire du Nord.
Alors pour être franc avec vous, mais moi je n'avais pas osé jusque-là me lancer dans cette nouvelle aventure que sont les empires du Nord d'Imperial Settlers, car tout simplement, moi je suis tellement fan de la franchise Imperial Settlers jusque-là, que j'avais peur d'être déçu par celui-ci. Et bien finalement, j'ai été très agréablement surpris par toutes les nouveautés, tous les changements apportés par Empire du Nord. Les gros points forts pour moi qui viennent corriger la version précédente, c'est d'avoir un jeu qui soit jouable immédiatement, après l'ouverture de la boîte, par tout le monde, sans avoir besoin d'expérience, ni de connaître le précédent opus. Ce qui permet cela, c'est le fameux thermoformage, hein. Vous sortez tout comme ça en une seconde, c'est ultra pratique. Et puis les clans qui sont déjà construits. Donc ça, c'est super. L'autre défaut corrigé, c'était la gestion des ressources, c'est-à-dire que vous pouviez ne pas avoir de carte de production en début de partie. Ça, c'était frustrant, vous étiez au ralenti, vous étiez dépendant de l'arrivée de ces cartes dans le jeu. Et en plus, il n'était pas possible de conserver les dites ressources d'un tour sur l'autre. Tandis qu'avec la mise en place des fameuses 3 cartes de base par clan et la conservation de toutes les ressources, eh bien ça règle le problème et ça rend le jeu plus accessible aux novices sans rien dénaturer finalement pour les autres joueurs. Le jeu est moins agressif, ça aussi c'est vrai, qu'avec la razzia de la version précédente, c'est pas forcément mauvais, ça n'empêche pas justement d'empêcher un joueur d'activer une carte très lucrative avec ces jetons-là. Mon seul regret finalement, c'est que les jetons raid, donc les haches là, eh bien ne valent pas de points à la fin du jeu. Voilà, moi ça je trouve ça un peu dommage, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien réussi de ce côté-là aussi. Les cartes de son clan sont plus facilement accessible dans cette version, hein. Le jeu tourne plus, à tel point qu'il y a une défausse à part entière, cette fois, pour ces cartes-là, et la possibilité de la remélanger en cas de paquet vide. Donc les joueurs expérimentés dans l'ancienne version arrivaient à faire tourner leur jeu, mais les débutants subissaient souvent les cartes qui arrivaient et n'avaient pas suffisamment la connaissance du jeu, on va dire, pour anticiper ce problème-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à ça. Et dans un souci de rendre le jeu jouable par tous au plus vite, pour moi c'est une bonne correction. Voilà. C'est également beaucoup plus facile de tourner les cartes, hein, tout simplement de 90 degrés, et de défausser les ressources directement correspondantes quand on les active, que de laisser les ressources sur toutes les cartes. C'est moins fouillis, ça évite une phase de rangement à chaque tour, comme le fait d'ailleurs de conserver les ressources, ça facilite tout ça. Le fameux système avec les tuiles d'action, c'est malin, ça apporte de la rejouabilité vu leur positionnement aléatoire à chaque début de partie. Et concernant les expéditions, eh bien je regrette juste qu'il n'y ait pas un peu plus de cartes heal, mais je pense que ça va être corrigé très rapidement et au fur et à mesure dans les nouvelles extensions. Je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Le mode solo, alors ça c'est vraiment super, il a des différents scénarios, et là le seul petit reproche finalement, ça serait de ne pas avoir proposé ce type de scénario à plusieurs, parce que moi je trouve ça vachement fun. Donc en toute honnêteté, j'ai pas vérifié sur internet si ça avait été fait, si des modes avaient été proposés pour le jeu autre que solo, ou si des modes supplémentaires avaient été proposés pour le mode solo. Donc ça c'est à vérifier, hein. Je vérifierai, peut-être je vous mettrai quelques liens, ou vérifiez vous-même si ça vous intéresse. Dans tout ça, je pense que vous l'avez compris, hein. Pour moi, Imperial Settlers Empire du Nord, c'est un excellent jeu que je ne saurais trop vous recommander. Alors, sachez qu'il y a d'ores et déjà une première extension disponible qui est Île japonaise, dont je reviendrai vous parler très rapidement. Et je vais vous montrer autre chose qu'il y avait dans le jeu, et c'est cette magnifique carte de l'univers d'Imperial Settlers. Donc vous voyez, ça ce sont nos 3 empires du Nord, ça c'est le fameux empire japonais, donc dans l'extension comme dans la boîte, hein, pour l'empire japonais, il y aura 2 clans bien entendu. Donc tout ça c'est disponible du coup en français, je vous parle des japonais très rapidement, et si les japonais sont sortis, c'est parce que ils vont nous ressortir en fait l'intégralité des peuples qu'il y avait dans l'ancienne version. Donc il est déjà ressorti les Romains en anglais, il est déjà ressorti les barbares juste là maintenant en anglais, et il va ressortir en anglais normalement l'année prochaine les Égyptiens, et moi je fais confiance à Yellow pour, ils ont récupéré la licence pour au fur et à mesure nous traduire tout ça et nous l'emmener en français, il n'y a pas de raison, les japonais sont déjà là, les autres vont arriver, donc ça c'est très sympa, et puis vous le voyez sur cette carte, eh bien il y a beaucoup d'autres choses, donc on peut espérer peut-être revoir les Aztèques qui étaient déjà présents auparavant par exemple, et qui sont ici, voilà, et puis après il y a beaucoup de choses qui sont dessinées, et ma foi on peut peut-être là, les Amazones sont dessinées aussi avec un
blason, peut-être qu'on les verra. On n'avait pas eu la chance de les voir en français, moi j'avais fait une VF, mais sinon elle n'existait pas. La licence était arrêtée à un moment, et puis après on voit plein de choses, il peut y avoir des Indiens, il peut y avoir des Russes, il peut y avoir là en Australie, en Afrique, là on voit même des extraterrestres, on voit plein de choses, on voit là en Amérique du Nord, c'est peuplé. Donc voilà, tout est possible pour la licence, je sais qu'ils travaillent beaucoup dessus, et à mon avis, il devrait y avoir encore beaucoup de choses qui vont arriver pour ces fameux Imperial Settlers Empire du Nord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, eh bien, ça me fera très plaisir d'avoir des petits pouces vers le haut, et si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous vous abonniez en cliquant en bas à gauche. Merci d'avance, et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.